est-ce que, donc, enchanté déjà de vous accueillir ce matin donc, au Digital Change. Je vais me présenter, puis après, je vous laisserai également présenter le Puy du Fou et Pinigi, deux sociétés qui sont à la fois implantées de façon locale et puis avec une renommée nationale. Moi, je suis Anne Bluteau, je suis la CEO de Switcho. Et puis, donc Switcho, c'est une applicatif pour les équipes commerciales qui a... Ok, très bien, merci beaucoup. Ah, ok. Une applicatif pour les équipes commerciales et marketing. Notre objet, c'est vraiment de faciliter la vente et l'expérience client dans des rendez-vous en B2B. Je suis également vice-présidente des DCF. Les DCF, ce sont les dirigeants commerciaux de France. On est représenté à travers 75 associations partout en France. Et notre vocation, c'est justement d'aller donner de la visibilité à ce métier qui est en forte pénurie. Donc, c'est ce que l'on fait en partageant des expériences. J'ai le plaisir, du coup, d'accueillir David et également Yves. Donc, enchanté et bienvenue à tous les deux. Bonjour. David, je te laisse la parole peut-être pour présenter déjà le Puy du Fou, que certains connaissent déjà parmi nous, mais voilà, en quelques chiffres, c'est intéressant de redonner ce contexte. Eh bien, le Puy du Fou aujourd'hui est le deuxième parc à thème français, le plus visité, avec 2 300 000 visiteurs. Ça, c'était avant le Covid, bien évidemment. Aujourd'hui, le Puy du Fou a vocation à créer des spectacles vivants qui raconte l'histoire et les légendes, et tout ça inspiré de la grande histoire. On le fait bien entendu en France, en Vendée, à quelques kilomètres d'ici, mais maintenant on le fait également un peu partout dans le monde, puisqu'on a commencé avec Puy du Fou Espagna, qui a ouvert ses portes cette année. Super, donc un premier développement international, mais avec forte empreinte sur le local. Yves, peut-être pour te présenter également, donc Digi, pour ceux qui ne connaissent pas. Bonjour, Yves Corbeil, je suis le responsable de l'agence de Niji et je suis le directeur de la création. Et donc du coup, ça correspond à environ 125 talents qui sont des métiers d'agence au sein de Niji, qui est une entreprise de plus de 20 ans, en fait, nos 20 ans cette année. Une entreprise de 1000 talents implantée partout en France, donc c'est hyper important pour nous dans les territoires, notamment à Nantes et à Rennes. Et donc je siège au CODIR de Niji, ce qui permet d'avoir la créativité au plus haut de la structure, ce qui est très, très intéressant. Bien, merci à tous les deux. On va entamer directement dans le vif du sujet, parce que quand on a eu nos échanges, finalement, on a vu que l'expérience client, en fait, au Puy du Fou, c'était un point qui était en gros renouvellement aussi, avec des nouveaux applicatifs digitaux. Et en fait, quand on a échangé, on parlait du nombre de visiteurs, c'est énorme. Il y a une surface en fait du parc qui est énorme. Et finalement, la question, et c'est ça qui nous a vraiment aussi plu avec Yves, c'est ce côté, comment on crée avec quelque chose qui est très dense, quelque chose de sur-mesure pour le client, sachant que vous êtes dans un spectacle vivant. Donc on sait aujourd'hui que où est-ce qu'on positionne le digital. Donc est-ce que vous pouvez nous dire justement comment vous avez imaginé cette expérience client ? Ce qui est très important, c'est que la promesse du Puy du Fou, c'est de vivre une expérience en vrai. Les décors sont authentiques, l'environnement est naturel, les histoires sont avec des acteurs vivants qui interprètent ces histoires devant vous, avec des effets spéciaux spectaculaires. Et c'est là la promesse du Puy du Fou, c'est de vivre quelque chose en vrai et de vivre ces émotions en vrai. Le digital, on a surtout veillé à ce qu'il ne remplace pas l'expérience et qu'il soit au service du visiteur. Il doit être au service de l'expérience que vont vivre les visiteurs quand ils vont visiter le parc. C'est vraiment un service qui doit aider à mieux organiser sa journée, à mieux planifier son voyage et à sublimer l'expérience qui est imaginée à travers les spectacles du Puy du Fou. Donc c'est vraiment comme ça que nous pensons le digital. Le digital est un formidable outil, mais c'est absolument pas l'objectif et le spectacle ne se passe absolument jamais à travers l'outil digital. Donc le digital qui trouve sa place, mais on parlait du spectacle vivant qui est vraiment au cœur de votre savoir-faire. Comment on fait finalement pour passer d'un moment où on est vraiment dans l'artistique, finalement c'est une démarche artistique, à quelque chose qui est beaucoup plus processé, qui va nécessiter de mettre des enjeux de timing, peut-être d'équipe aussi. Comment vous constituez ça alors que votre core business il est vraiment sur l'humain et sur le côté plus artistique ? Alors, d'abord, il y a pas mal de sujets digitaux qui nous étaient sur lesquels on s'est engagé très tôt.
Aujourd'hui, l'application, par exemple, on en a une depuis un peu plus d'une dizaine d'années à peu près. Le site internet également, dès les années 90, on a eu notre premier site internet. Donc, l'outil digital fait vraiment partie de la stratégie du Puy du Fou, parce que même si on traite d'histoire et de spectacle vivant, la technologie, elle est omniprésente au sein du Puy du Fou. Donc, on tient absolument à ce que ces outils soient parfaitement utilisés. Après, comment tout ça est intégré? Bien entendu, il y a une réflexion, au-delà de la réflexion artistique qui est portée sur le développement des spectacles eux-mêmes. Nous, on réfléchit énormément sur le service qu'on peut apporter aux visiteurs. Le Puy du Fou est réputé pour la qualité de ses spectacles, bien entendu, mais également pour la chaleur de son accueil, la qualité de ses services. Et donc, on a bien entendu veillé, nous, à intégrer l'ensemble de cette réflexion digitale très tôt, en s'appuyant sur les retours de nos visiteurs, et pour faire en sorte que, justement, ça puisse parfaitement s'intégrer dans l'expérience que vivent nos visiteurs. Et l'expérience des visiteurs, comment vous la faites remonter? Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose? Est-ce qu'il y a des ambassadeurs? Comment cette équipe, elle se structure? Parce qu'il y a beaucoup de staff dans vos équipes. Comment, en fait, on arrive à faire remonter ça, mais de façon assez construite pour que ça vous serve vraiment dans vos développements? Nous, ce qui est très important, c'est que justement, concernant l'application, parce que c'est un des sujets dont on va parler ce matin, la nouvelle application du Puy du Fou, cette nouvelle application, elle s'appuie effectivement sur des réalités. Et on ne l'a pas imaginée, elle n'est pas sortie juste de cerveau sans s'appuyer sur des besoins réels. Comment on a identifié ces besoins et donc de quelle manière cette application pouvait répondre à ces besoins? On s'est appuyé, bien entendu, sur les retours directement des visiteurs. Nous, on fait des enquêtes de satisfaction en permanence, et donc on étudie énormément ce que nous remontent les visiteurs. On étudie les chiffres, mais également tout ce que nous disent. On a des champs libres qui nous permettent d'étudier énormément la sémantique et les besoins qui sont exprimés par les visiteurs ou les questionnements qu'ils peuvent avoir. On a également sur tous les stores, on avait une application avant, donc on regarde aussi sur les stores tous les commentaires qui sont faits, parfois les reproches qui peuvent être faits sur les outils existants, mais également les pistes de développement, parce que parfois il y a des gens qui soumettent des idées également. Et puis surtout, ce qui a été très très important dans notre organisation, et qui est toujours très important au Puy du Fou, c'est que c'est un travail collectif, c'est un travail en équipe, et donc on s'appuie énormément sur les équipes de terrain, et ça a été crucial dans le succès de nos projets et de tous nos projets digitaux. C'est-à-dire que si on n'implique pas les équipes de terrain qui sont directement en contact avec les visiteurs, eh bien, on va passer à côté d'énormément de choses, parce que c'est eux qui ont la connaissance de ce qu'attendent nos visiteurs, et c'est eux qui sont en contact aussi avec eux. Et donc, si demain il y a un problème avec ces outils, et notamment c'est le cas avec l'application, c'est eux qui vont en pâtir en premier lieu. Et donc, c'est important qu'ils soient intégrés et qu'ils fassent partie pleinement du projet, et c'est pour ça qu'on les écoute énormément. Alors ça, c'est la partie, on va dire, remontante de l'information. Maintenant, dans l'écosystème de l'entreprise, de votre organisation, qui sont finalement ceux qui vont aussi donner de l'énergie, du sponsorship à cette organisation? Comment ça s'est passé? Alors, d'abord, nous, on a bien identifié que tous ces outils digitaux, nous, on a besoin de les développer davantage, de plus en plus, et qu'aujourd'hui, la transformation digitale du Puy du Fou, elle a commencé il y a bien longtemps, mais elle doit continuer à s'accélérer. Et il y a une prise de conscience à tous les niveaux au sein du Puy du Fou, mais bien entendu, pour que l'information elle soit parfaitement perçue par l'ensemble des équipes, il est important que l'équipe dirigeante soit très impliquée. Et donc c'est vrai qu'à la fois Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou, Laurent Albert, le directeur général, ont été partie prenante dans ces choix et dans cette ambition de pouvoir avoir des outils digitaux qui sont là justement parfaitement en phase avec les développements du Puy du Fou, l'exigence, l'excellence de service que nous recherchons, et puis ça permet aussi aux équipes de prendre la mesure de l'importance que ça peut avoir pour l'ensemble du projet du Puy du Fou, le projet artistique et les projets de développement de demain. On a vu l'équipe, on a finalement parlé de cette volonté digitalisée, mais finalement, qu'est-ce qui est remonté du terrain? C'était quoi la solution, la problématique qui fait qu'il y a eu une application avec différents enjeux? Parce que dans le digital, on peut tout faire, on peut prendre le parcours online, on peut l'emmener jusqu'à
après le passage dans le parc. Finalement, qu'est-ce que vous avez priorisé? Et là, quand on rentre dans la solution, quelle est de ces remontées terrain? Qu'est-ce que vous avez gardé? Qu'est-ce que vous avez priorisé dans l'application? On se parle de quoi? Alors, d'abord, le travail qu'on a fait, c'est d'abord un constat, une analyse des outils existants. En ce qui concerne l'application, on avait une application qui existait depuis quelques années déjà, qui était un peu vieillissante et surtout qui avait certaines lacunes. Donc, on a d'abord fait un bilan de l'outil existant et on a ensuite travaillé avec les équipes sur les nouvelles choses qu'on pouvait apporter. Quelle est la vertu d'une application au sein du Puy du Fou et quel est le service qu'elle peut apporter? Elle importe l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on a depuis toujours un guide visiteur, donc c'est un guide papier que les visiteurs peuvent retirer à l'entrée du parc, dans lequel ils vont pouvoir découvrir le programme du jour. Il faut savoir qu'au Puy du Fou, il n'y a pas un programme qui est le même toute la saison, ce programme change tous les jours, s'adapte au nombre de visiteurs et à la météo, au nombre de réservations, et donc on peut fluctuer. On a près d'une dizaine de programmes différents qui vivent tout au long de l'année. Et donc, on a une équipe qui réfléchit justement à quel programme on va mettre quel jour. Et ce programme peut être changé jusqu'à la dernière minute. De plus, on peut parfaitement aussi, en temps réel, parce qu'on a une fréquentation plus importante qu'attendue, on peut parfaitement aussi rajouter des spectacles au cours de la journée. Et donc, il faut une réactivité. Et aujourd'hui, l'outil papier ne permettait pas d'avoir ce suivi en temps réel de cette évolution du programme. Alors, on faisait des annonces au micro, on passait les informations par les équipes de terrain, mais aujourd'hui, le digital, il permettait justement, et cette application, elle devait pouvoir permettre de transmettre ces informations instantanées. Parce que ça veut dire que finalement, c'était l'humain qui était au cœur du parc, qui faisait justement, vous parliez de la météo, du trafic, enfin, tous ces ajustements et cette agilité, finalement, c'était l'humain. Donc ça veut dire que, est-ce que là, quand vous avez fait ces choix-là, comment vous avez pris en compte tous ces critères pour que vraiment ça devienne quelque chose de pragmatique, de cohérent par rapport à ce qui se passait aujourd'hui? Il y avait un degré de service, vous parlez de l'exigence. Comment vous faites pour justement le mettre en œuvre et pour choisir en fait comment vous appelez ce produit? Vous parliez de programmateur. Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est différent et que du coup peut-être on ne trouve pas ça ailleurs dans d'autres parcs? Alors, sur la réflexion sur l'application, on s'est dit on doit apporter du service, de l'instantanéité, ce que je vous disais pour répondre sur le programme, apporter un service aux visiteurs. Les visiteurs ont parfois du mal à organiser leur journée parce que certains connaissent très bien le Puy du Fou, d'autres ne le connaissent pas. Et quand ils arrivent pour la première fois, ils ont du mal à hiérarchiser les spectacles ou à se dire qu'est-ce que je choisis d'abord, où se situe quel spectacle, comment je vais m'organiser ma journée. Je peux passer ma journée à faire des grandes diagonales, à marcher énormément et à voir peu de choses si je ne m'organise pas très bien dès le début. Et donc on a travaillé, nous, avec les équipes, en se disant il faut qu'on arrive à leur penser un générateur de programme qui va les emmener, qui va leur faciliter la vie. C'est-à-dire que quand ils vont pouvoir arriver le matin, et même dès la veille, ils peuvent le faire, puisqu'on peut retrouver le programme sur l'application dès la veille, alors que le format papier, on le retrouve juste à l'entrée du parc, donc on peut anticiper. Eh bien, on a créé un générateur de programme qui a aussi une part d'intelligence artificielle, et donc on va demander aux gens quels sont leurs goûts, quelles sont les réservations qu'ils ont déjà effectuées, parce que s'ils ont réservé un restaurant, s'ils ont réservé un hôtel, donc ils ne rentrent pas par la même entrée du parc, donc il faut prendre ça en considération. Et donc toutes ces données-là sont prises en considération et on leur génère un programme qui va leur permettre d'optimiser le plus possible leur journée et de passer la meilleure journée possible. Quel est l'avantage de cela? C'est qu'ils n'ont pas à se préoccuper de la manière dont va se dérouler la journée. Ils se laissent guider par l'application qui va les emmener d'un spectacle à un autre, en leur laissant des temps libres pour pouvoir profiter évidemment de moments pour pouvoir souffler. C'est pas un parcours obligatoire et avec la possibilité ensuite de le personnaliser. Mais par contre, ce qui était très important, c'est que quand on a généré cet outil, la crainte, c'était aussi, et si on se trompe? Et si ce générateur de programme fait un programme et qu'on emmène les gens vers des spectacles où il y a une forte affluence et que les gens n'arrivent pas à rentrer, eh ben, les équipes, comment vont-elles gérer ça? C'est-à-dire, ils vont dire, bah oui, mais c'est vous qui m'avez fait mon programme et regardez, je ne peux pas rentrer dans le spectacle. Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Et ça, c'était une des craintes des équipes de terrain. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec eux et qu'on les a énormément impliqués dans la réflexion sur cet outil. Ouais.
Alors justement, on va y venir, c'est parce que quand on parle de projets qui sont vraiment au cœur du service finalement, enfin il y a l'expérience, il y a le spectacle et puis il y a tout la façon dont on va fluidifier le parcours. Forcément, on va se heurter à des difficultés opérationnelles. Vous venez d'en citer une. Peut-être pour expliquer vraiment précisément, vous parliez des hôtels, des restaurants, les spectacles, la zone géographique. C'est-à-dire que c'est un projet qui est hyper complexe. C'est quoi les grandes difficultés que vous avez pu rencontrer dans la mise en œuvre et dans les arbitrages, enfin en tout cas déjà dans la mise en œuvre de ce projet? Oui, alors oui, c'est un projet complexe parce que d'abord c'est un projet qui est transversal, qui concerne énormément d'équipes au sein du Puy du Fou. Les équipes de réservation, l'équipe digitale bien entendu, la direction, les équipes d'accueil à l'entrée, les équipes qui sont les équipes de placeurs, de sécurité sur le parc, qui vont placer les gens dans les tribunes, qui orientent les visiteurs pendant leur journée, les équipes des hôtels également, qui accueillent nos hôtes chaque jour. Et donc c'est vrai qu'il a fallu convaincre et embarquer tout le monde dans cette aventure quand on a décidé de remettre à plat cette application. C'était vraiment clé parce que c'est vrai que si tout le monde n'est pas convaincu qu'on apporte la bonne réponse aux visiteurs, il y a un risque peut-être de sabotage potentiel, même inconscient, interne, en se disant « ouais mais non, mais pourquoi ça a été pensé comme ça? Mais oui, mais ça ne correspond pas à la réalité du terrain. » Nous, on voulait vraiment quelque chose qui soit pensé par rapport à la réalité du terrain pour que chacun se sente responsable de cette application. Que ce ne soit pas un outil qui soit pensé de loin et complètement déconnecté, et que chacun se sente responsable et que on pourra avoir des problèmes, peut-être, ça peut arriver, quand on crée quelque chose, parfois on a des difficultés, on peut avoir des obstacles, mais l'idée, c'est que chacun se sente responsable de l'amélioration et de trouver des solutions demain pour améliorer cet outil. Et donc c'est à ça qu'on a travaillé. Et puis après, il y a les problématiques géographiques, techniques également sur le parc, sur un outil comme l'application. La couverture Wi-Fi, la couverture téléphonique sont des éléments aussi très importants qu'il a fallu prendre en considération, et sur lesquels on continue à travailler parce que de toute façon, c'est l'inconvénient et l'avantage du digital, c'est que de toute façon, la progression est sans fin. Et sur la partie justement, on va dire technique, et on va aborder là la partie vraiment vaincre sa peur pour se lancer. C'est qu'on a finalement des freins techniques. Vous parliez de la couverture, alors peut-être vous pouvez nous expliquer, parce que ça c'est déjà aussi un point assez simple, mais il faut pouvoir le regarder. Une notion de timing, c'est aussi comment on fait pour respecter. Enfin, ça touche tellement le cœur névralgique de l'activité. Comment on fait pour respecter un timing ou pour s'en donner un déjà? Donc comment, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lancement quand il a fallu lancer et se jeter à l'eau? Alors d'abord, je vais répondre dans l'ordre. Sur la partie technique, effectivement, le Puy du Fou a l'avantage et l'inconvénient d'être dans la campagne, loin de tout. Et donc, il fallait qu'on s'assure. Donc, on s'assure qu'il y ait une bonne couverture parce qu'effectivement, un outil comme l'application ne peut pas fonctionner sans avoir une excellente couverture. Donc, on a d'abord des équipes techniques qui veillent à ce qu'on ait une excellente couverture sur l'ensemble du Puy du Fou, une couverture téléphonique, mais également, on a un certain nombre d'outils qui sont embarqués dans l'application qui ne fonctionnent exclusivement avec le Wi-Fi. Parce que ça permet de charger des informations en temps réel et il y a un certain nombre de spécificités techniques qui nécessitent la présence du Wi-Fi. Sur ce point précis, ça a plutôt bien fonctionné. On a quand même détecté qu'il y avait quelques difficultés. Donc là, on est en train d'organiser justement un audit de toute la couverture Wi-Fi du Puy du Fou pour encore mieux comprendre et mieux travailler ces points-là. Ça fonctionnait déjà bien, mais on veut que ça fonctionne encore beaucoup mieux parce qu'on a vu qu'effectivement, il y avait quelques zones dans le parc où ça posait des difficultés. Aujourd'hui, on a des systèmes de traduction intégrés, par exemple pour tous les visiteurs étrangers qui sont intégrés directement dans l'application. Donc les gens, c'est un service gratuit du coup, et donc avec l'application, ils peuvent dans chacun des grands spectacles, ils peuvent se connecter et suivre le spectacle en temps réel, en traduit en 5 langues. Et cet outil nécessite une excellente couverture Wi-Fi et une connexion Wi-Fi avec le service du Puy du Fou. Donc voilà, il faut être vigilant et puis la technique, comme tout, elle a parfois ses failles et donc on peut aussi avoir certains jours des problèmes techniques liés à la couverture, qui sont liés à des opérateurs, qui sont liés à des défaillances techniques et donc
On y veille quotidiennement et généralement ces ennuis-là, ils n'arrivent pas une semaine en juin, mais ils arrivent le 15 août quand il y a 25 000 personnes sur le parc. Et donc, ce serait trop facile sinon. Ce serait trop facile. Ce ne serait pas la vraie vie. Sinon. Exactement. Donc voilà, en tout cas la partie technique, elle est très très importante et donc on y veille tout particulièrement. Après, pour revenir sur le timing... Ouais, j'en parle parce que c'est vrai que c'est quand même un point qui m'a quand même vraiment surpris. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, alors moi en plus je suis bien concernée, des startups du digital, de l'agilité, et en fait, quand on voit ce qui a été réalisé, franchement, on voit le chemin accompli. Enfin voilà, vous allez le découvrir là, mais le timing, c'est un sujet dans tous les projets. C'est un sujet dans tous les projets. Est-ce qu'on va donner une heure, enfin un début, on va projeter une fin, et puis après, entre les deux, en fait, plus ou moins l'atterrissage, plus ou moins au regard de ce qu'on s'était dit. Alors, comment ça s'est passé chez vous ? Alors, sur le projet de l'application, d'abord, le projet s'est lancé il y a au mois de juillet 2020, donc on est en plein cœur de la crise du Covid, et il y a notre nouveau responsable de la stratégie digitale, donc Guillaume Marollo, que je salue à l'occasion, et un des premiers projets que je lui lance, c'est de lui dire il faut qu'on refasse l'application, ça va pas, et donc il y a des nouveaux services à apporter. Et donc que le temps qu'il prenne ses marques et qu'on lance le projet. Donc on lance le projet à l'automne dernier, il y a quasiment un an, et avec pour ambition d'avoir une application qui fonctionne parfaitement pour l'ouverture du parc qui était prévue en avril. Malheureusement, l'histoire nous a prouvé que cette ouverture a été décalée. Cela dit, on a bien maintenu le planning. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'application a d'abord été lancée en Espagne, puisque nous avons pu ouvrir le parc espagnol le 27 mars, comme c'était initialement prévu. Et donc, ça nous a permis, alors dans une version qui n'est pas la même version qu'en France, elle est simplifiée en Espagne, mais ça nous a permis de lancer cette nouvelle ergonomie et ces nouveaux services d'abord en Espagne. Donc on a tenu le planning, effectivement, donc entre septembre, date à laquelle on se lance vraiment sur le projet, et donc fin mars, ça fait effectivement très très peu de temps pour pouvoir lancer quelque chose qui tient la route et qui est vraiment au niveau que nous attendions. Après, ce pré-lancement en Espagne, d'abord, a fonctionné très très bien. C'était la bonne nouvelle. Et puis, il y avait des services qui n'étaient pas encore en place. Le service de click and collect dans l'application n'était pas disponible en Espagne. En Espagne, c'était uniquement également les spectacles sont uniquement en espagnol et n'étaient pas traduits. Cette année, il avait été décidé de ne pas traduire en raison de la crise du Covid, puisqu'il n'y avait pas de visiteurs étrangers, donc il n'y avait pas de système de traduction. Et puis il n'y avait pas non plus le générateur de programme, qui était vraiment la grosse nouveauté pour cette saison. Donc on a eu quelques mois ensuite pour pouvoir continuer le développement, lancer l'application le 11 juin quand on a pu réouvrir cette année, sans le générateur de programme sur lequel on a continué à travailler. Et on a lancé le générateur de programme à la fin du mois de juillet pour pouvoir bénéficier des retours des visiteurs en pic de saison, parce que c'était très très important, nous, de pouvoir le tester en conditions réelles et en conditions de charge importantes pour voir comment ça fonctionnait, pour voir le retour des visiteurs, pour voir si l'outil derrière était suffisamment puissant pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces visiteurs. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça a parfaitement fonctionné. C'est ça, il y a le timing, il y a le niveau de qualité, et justement, ce que vous parlez aussi beaucoup de cette expérience, de ce niveau de qualité, comment on fait pour gérer ça ? Comment on fait pour faire des arbitrages, pour se dire, je vais y aller, on va montrer que ça marche au fur et à mesure, pour finalement embarquer, toujours démontrer ça. Comment on arrive à faire ça, sachant que le niveau d'exigence, en fait, il est quand même assez élevé ? Alors d'abord, on ne fait pas trop de concessions sur l'exigence. Parce qu'on ne peut pas se permettre, parce qu'à un moment, on a un doute sur le timing, parce qu'il y a un moment, certaines équipes peuvent avoir une inquiétude sur la faisabilité du projet dans le timing avec l'exigence qu'on avait fixée. On ne fait pas de compromis sur l'excellence du produit qu'on veut à la fin, parce que c'est l'image et la crédibilité du Puy du Fou qui est en jeu.
Et donc c'est notre défi à chaque fois de présenter des services qui soient en phase et au niveau de ce qu'attend le Puy du Fou. Ensuite c'est une énorme rigueur, et c'est vrai que pour ça on a énormément changé nos process aussi de réflexion, où on travaille beaucoup plus en amont maintenant des projets. C'est-à-dire qu'un projet digital, c'est pas quelque chose qui se construit au fil de l'eau. Et c'est un peu comme ça que nous on avait tendance à le faire par le passé. Et ça, je rends hommage à Guillaume qui, quand il nous a rejoint, qui a mis ça en œuvre. C'est-à-dire que la réflexion sur le cahier des charges en amont de tous les projets, il est crucial. Et donc, ça évite derrière d'avoir des dérapages, des mauvaises surprises, d'injecter sans arrêt de nouvelles idées, parce qu'on a une qualité, c'est qu'on est très créatif. Donc, on est très créatif, mais le risque, c'est d'être créatif en cours de projet, parce que d'un seul coup, on rajoute une petite idée, puis une autre, et en fait, le projet dérape très rapidement. Donc, on se met d'accord en amont sur le projet, sur le cahier des charges, et puis après, une fois que tout le monde est d'accord, y compris les équipes de terrain, et ça, c'est ça qui a été compliqué, parce que il y a des équipes comme l'équipe digitale qui ont la maturité pour réussir à se projeter sur l'outil, sur le résultat final, et il y a des équipes de terrain qui, elles, ont davantage de difficultés, et donc il faut arriver à les embarquer et qu'ils comprennent le nouveau process qu'on était en train de mettre en place. Et ça, pour nous, ça a été un peu compliqué aussi, qu'ils comprennent qu'on allait écrire quelque chose qui allait avoir un peu un tunnel dans lequel eux, ils allaient moins voir de résultats, mais que finalement le résultat qu'ils auraient à la fin correspondait parfaitement au cahier des charges qu'on avait fixé. Bon, c'est ce qu'on a fait, et à la fin ils ont été rassurés par la méthode, mais c'est vrai qu'il y a un moment où ils pouvaient avoir ce sentiment que est-ce que ça allait ressembler à ce qu'ils avaient eux-mêmes imaginé, et ce qu'ils avaient décrit, ce qu'ils nous avaient décrit pour qu'on conçoive l'application. Donc voilà, et c'est comme ça en fait qu'on arrive à instaurer de la rigueur, parce qu'après les équipes digitales, elles travaillent directement avec les différentes agences qui travaillent pour nous, nos équipes techniques également sur place au Puy du Fou, et après on tient le timing. On est habitué à ça parce que nous, on a toujours des saisons, et donc le fait, on ferme, on rouvre. Nos spectacles, c'est de la même manière. C'est toujours des défis dans la création, dans les constructions, et on a de toute façon des deadlines qui sont... Les visiteurs, ils arrivent tel jour, donc de toute façon, il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas d'échappatoire. Le seul échappatoire qu'on pouvait avoir, c'était sur le générateur de programme, où lui, on a décidé de le lancer au cours de saison, et effectivement, on aurait pu choisir de le décaler un peu pour être plus sûr. Mais ce n'est pas le choix que nous avons fait. Très bien, donc merci pour ces informations et ces explications. En gros, moi, ce que je retiens vraiment, c'est que l'exigence, la qualité, elle vient du cahier des charges aussi, qui a été posé et qui a été respecté. Et ça, c'est... Voilà, parce qu'à un moment donné, effectivement, on peut écouter beaucoup d'avis, mais il faut à un moment donné trancher, il faut pouvoir avoir un cadre. Et c'est ce cadre, finalement, qui a permis de se jeter à l'eau en disant... Voilà, on l'a défini, on ne va pas le changer. Le spectacle est vivant, mais on va considérer que le cahier des charges, il est un peu figé. Mais c'est pour le bien du niveau de qualité et du coup de la restitution. Évidemment. On va regarder maintenant, on a parlé beaucoup du process, du projet. On a fait le point sur la partie, les contraintes techniques, c'est inhérentes au digital. Mais tout ça, c'est au service du client. Donc finalement, c'est quoi le résultat ? C'est quoi le résultat pour le client qui vient, son engagement, il passe son expérience au sein du parc, il a cette application. Comment vous pilotez ? Quel résultat vous avez finalement ? Alors, nous, on a énormément regardé, bien entendu, comme les usages de l'application après, parce que c'est ça, la vérité, elle est là. Il y a un moment, c'est comme un spectacle. Un spectacle, vous le créez, vous le donnez aux visiteurs, et après, c'est les visiteurs qui lui font sa vie et qui vont dire on l'aime, on l'apprécie, quels sont les moments forts. Eh bien, pour nous, un outil digital, c'est comme un spectacle. À un moment, on le remet dans les mains de nos visiteurs, et c'est eux qui vont en faire un succès ou un échec, et c'est eux qui vont un peu dessiner sa vie future et ses évolutions futures. Donc nous, on suit au quotidien, et donc on a suivi en temps réel les usages des visiteurs pour comprendre ce qui fonctionnait et pas, et pour pouvoir mieux les adapter. Et puis après, surtout, on regarde quantitativement ce qui se passe, et est-ce que l'usage de l'application dont on veut faire un des éléments centraux de la visite, un compagnon de visite, ça ne remplace pas l'expérience, mais c'est vraiment quelque chose qui vous aide à passer un bon moment au Puy du Fou, et justement à moins être préoccupé par des problématiques logistiques et d'organisation, et plus profiter du moment des spectacles et de ce que vous vivez.
Eh bien ça, c'est quelque chose de réussi, puisqu'on a augmenté de près de 40% le téléchargement, que la désinstallation également a baissé de 3% cette année, et qu'on a aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 60% de nos visiteurs qui sont concernés par l'usage de l'application quand ils viennent au Puy du Fou. Et donc ça, c'est une vraie réussite. Et la note également, la note de satisfaction de l'application, à la fois sur les stores et sur notre base de notre enquête de satisfaction interne, a également progressé, puisqu'aujourd'hui on est à 8,3, je crois, sur 10. Et donc voilà, ce sont les indicateurs qui nous permettent de savoir si nous avons réussi à atteindre l'objectif que nous étions fixés. Et après, on sait que ce n'est pas une fin en soi, et que c'est le début de quelque chose, et c'est surtout pas la fin. Donc voilà, on va continuer à la faire progresser. Oui, parce que finalement, on parle de l'expérience sur le parc. On a beaucoup parlé du programmateur, mais il y a le avant, le pendant et le après. Donc, comment, en termes d'engagement, justement, ou en termes de parcours pour le client, vous avez quelle vision sur ce que vous voulez faire avec cette application ? Alors d'abord, dans l'écosystème digital du Puy du Fou, on a défini quel était le rôle de chaque outil. Le site internet a une utilité, le site de vente en ligne a une autre utilité, la boutique en ligne également, l'application. Et donc, ils interviennent, chacun de ces outils intervient à des moments différents du parcours du visiteur avec le Puy du Fou. Donc effectivement, il y a 3 moments, avant, pendant, après. Donc avant, je prépare, je m'intéresse au Puy du Fou, je prépare ma visite. Il y a pendant, donc je suis au cœur de ma visite, je vis l'expérience. Et puis il y a après, c'est les souvenirs, la satisfaction, les retours d'expérience. Et donc l'application, on l'a vraiment située c'est vraiment le compagnon de visite, donc c'est elle qui vous accompagne. Après, il y a une réflexion parce que cette application, elle devrait pouvoir dans le temps accompagner davantage aussi les visiteurs un peu en amont pour préparer et un peu anticiper leur visite. C'est déjà le cas puisqu'on retrouve les programmes des spectacles quelques jours avant, et puis préparer, mieux comprendre géographiquement le parc, et puis en aval également de la visite, parce que on veut imaginer demain par exemple que les services photos qu'on peut retrouver à l'intérieur du parc, demain qu'un visiteur puisse aussi retrouver les photos qu'il a fait sur le parc, qu'il puisse retrouver des outils qui lui permettent de partager son expérience de manière ludique à travers des filtres spécifiques au Puy du Fou qui lui permettraient sur les réseaux sociaux de prolonger cette expérience et de la partager avec ses followers, sa communauté, ses amis. Donc voilà, c'est à ça qu'on réfléchit également pour faire en sorte que, effectivement, cette application soit quelque chose d'assez central dans la visite, mais absolument complémentaire du site Internet. L'objectif, c'est de ne pas refaire un site Internet au sein de l'application. L'application, c'est l'application avec ses services, ses outils et son objectif. Le site Internet, c'est autre chose. Merci beaucoup pour tout ça. Yves nous a écoutés avec beaucoup d'attention. Sagement, très sagement, je reconnais. Donc voilà, c'est notre témoin aujourd'hui. Et du coup, Yves, tu vas nous permettre de décrypter justement un petit peu les points clés. Ce que toi, tu as retenu de ça avec, c'est ce qu'on appelle l'œil de l'expert. Donc peut-être, si tu peux nous partager avec tous ceux qui nous regardent ce à quoi on arrive aujourd'hui avec cette expérience. Pour moi, il y a trois faits saillants. Premièrement, il y a une présence de sponsors C-level, en fait, donc à la direction, sur ce projet-là. Et pour citer librement Ed Catmull, qui est un des cofondateurs de Pixar, dans son livre Creativity Inc., qui existe en français et que je recommande vivement, il ne faut jamais sous-estimer la résistance au changement, notamment des personnes qui sont convaincues de la nécessité du changement. C'est vrai que par expérience, ça je l'ai vu plusieurs fois sur des projets au temps long. Un projet de 12 mois, ça reste un projet, somme toute, au temps long. Il faut accompagner à chaque étape, il faut expliquer ce changement-là, la nécessité. C'est important parce que ça permet de garder une direction, un cap, la qualité ou le niveau de qualité qu'on s'est donné au début. Deuxième fait saillant que j'ai pu noter, et comme vous l'avez dit, M. Noailles, le générateur de programme, en fait,
c'est plus qu'une fonctionnalité, c'est un élément fondamental de l'expérience. Et j'ai l'impression que ça répond plus qu'à simplement des besoins utilisateurs, mais véritablement à des attentes clients. Et trop souvent, en fait, à force de s'inspirer ou de copier-coller ce qui existe par ailleurs chez des concurrents directs ou des concurrents indirects dans le secteur ou pas dans le secteur, on se retrouve avec un produit ou un service qui est un peu standardisé, qui est un peu pareil ou copier-coller que les autres. Et là, ce qui est notable, en fait, c'est que c'est un truc qui est unique, qui est créatif, et qui est propre au Puy du Fou. Oui. Alors ça c'est vrai, c'est très important ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question avant, quand on a commencé à réfléchir à ça, on s'est dit mais alors qu'est-ce qui existe? On est allé voir, benchmarker et en fait il n'y avait rien qui existait. Et en fait comme on le fait dans les spectacles où on a tendance à inventer des moutons à 5 pattes, eh bien là c'est pareil, on a vraiment inventé quelque chose. Alors ça a un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de référence, mais il y a un avantage, c'est que ça laisse libre cours à la créativité. Après, il faut être capable de le faire et puis que tout le monde y croit. Et donc ça, c'était le grand défi. Tout à fait. Et ça me permet, en parlant de l'expérience, d'amener sur le troisième point, le troisième fait saillant. Et pour moi, c'est la présence de la marque dans ce produit, dans cette application-là. Et pas de la façon dont on peut l'entendre, en fait. La tentation est souvent très grande de se dire, on a une belle marque, puis du coup, c'est une belle marque, et on va gadgetiser, on va l'augmenter sur le digital, sur le numérique, hein, en bon français. Et en fait, contrairement à l'intention de départ, souvent ça amène de la confusion et ça dilue un peu la marque. La promesse de marque de Puy du Fou, elle est claire. C'est véritablement une expérience humaine de spectacle réel. Et ce qui est notable et important dans cette application-là, c'est qu'elle ne vient jamais se substituer à cette promesse-là. C'est un peu comme un tremplin très fort, c'est ce que vous avez mentionné, un peu un tremplin de cette expérience-là que les gens vivent. Donc la promesse, ils la vivent chaque jour. Et pour moi, c'est le troisième point qui était important et à noter dans ce que vous avez dit. Et en fait, en résumé, je trouve que ce produit-là, ce projet, est une mise en musique assez parfaite de trois aspects, notamment de conseils, parce que c'est du changement, hein, c'est de la conduite du changement, même si c'est à l'échelle d'un projet. Vous avez notamment aussi changé un peu la façon de travailler, donc c'est du changement un peu plus organisationnel. C'est du design, donc c'est du UX, c'est du UI, c'est de la réflexion stratégique, et puis c'est du développement technologique. Évidemment, sans rentrer dans les détails, il y a besoin d'avoir une propulsion par la tech. Ça correspond vraiment à la proposition de valeur de Niji, et c'est vraiment intéressant de voir ces trois éléments-là déployés avec une vraie vision. Et bon, je suis un peu biaisé, mais d'avoir une vision créative dès le début, c'est pas pour me déplaire. Merci beaucoup Yves pour ce décryptage. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Et du coup, je vais commencer par la première question qui nous a été posée, c'est quel budget, on va se parler un petit peu financier quand même, quel budget avez-vous consacré au lancement de cette nouvelle application, cette nouvelle version? Alors pour cette nouvelle version d'application, je crois qu'on a consacré à peu près 150 000 € sur ce projet. Donc c'est vrai que c'est un budget qui est important, mais qui pour nous avait une valeur supplémentaire parce que, comme on le disait, effectivement, ça va au-delà du simple gadget de se faire plaisir en disant on a une application. On apporte vraiment un service important aux visiteurs qui accompagne vraiment l'expérience. Donc c'était très important. Et puis elle est également aussi un peu transactionnelle, elle commence à l'être. Donc il y a une forme aussi, grâce au système de click and collect dans les restaurants, donc il y a une forme d'autofinancement aussi grâce à cette application. Et sur la partie peut-être juste investissement humain, parce que c'est vrai qu'il y a le budget, la ligne budgétaire, donc on vient de l'aborder, mais sur l'investissement humain, finalement, il a fallu mettre quoi en œuvre pour staffer en fait, parce que ça se fait pas à périmètre constant généralement. Alors, ça va être compliqué de répondre à cette question, tout simplement parce qu'en fait, il y a encore un peu plus d'un an, j'avais une personne de mon équipe qui passait à peu près 30 à 40% de son temps sur des projets digitaux, et tout le reste était externalisé. Et il y a un an, à l'arrivée de Guillaume Marollo, on a un peu changé de stratégie et on a énormément internalisé. Donc c'est vrai que l'équipe digitale est passée de 0,3 équivalent temps plein à, là j'ai 3 personnes et on est en cours de recrutement, on cherche 2 chefs de projet digitaux. Donc voilà, on va avoir 5 personnes prochainement. Donc
c'est sûr que l'engagement, il n'est pas le même. Mais la qualité du travail et l'exigence que nous avons sur les projets est aussi sans commune mesure. Donc, j'ai du mal à me projeter sur combien de personnes, parce qu'on a travaillé sur l'application, mais pas uniquement. Donc, voilà, je dirais qu'il y a une personne à temps plein. Allez, si je devais donner un chiffre, je dirais il y a une personne à temps plein qui a passé 8 mois à travailler sur ce projet. Donc c'est intéressant de voir aussi effectivement cette notion de continuité, de monter en expertise des équipes pour mener à bien ce type de projet. C'est aussi un sponsorship important. Une question un peu plus technique sur le back-office. Quand on parle click and collect, là vous parliez de la restauration. Donc est-ce que l'intégration de cette nouvelle application a modifié en fait des notions de back-office sur la partie restauration, plus spécifiquement? Alors, oui, forcément, il y a une autre organisation au niveau de la restauration parce que le Click and Collect, c'est un outil qui a été développé. D'abord, on l'a développé 100% en interne par notre équipe. C'est notre équipe DSI qui a développé cet outil et qui est piloté également en main dans la main avec l'équipe de restauration. Donc tout le suivi du back-office de l'offre, il est fait en temps réel avec une autre organisation, une communication qui est faite entre les équipes techniques et les équipes de restauration pour faire en sorte de suivre la disponibilité notamment des produits, parce que sur une offre de restauration, on peut aussi avoir des produits épuisés, on peut avoir des ruptures de stock, et donc il faut être capable de suivre ça en temps réel. Donc oui, ça nécessitait une autre organisation du point de vue back office avec l'ensemble des équipes. Ouais. Ok, mais ça a généré aussi un pilotage du ROI puisque vous voyez directement. Évidemment, parce que par exemple sur le panier moyen, on a vu un panier moyen qui est quasiment multiplié par 3 sur le click and collect par rapport directement aux caisses. Alors après, on pense qu'aussi il y a des commandes plus groupées, que quand la personne fait une réservation, elle réserve pour plus de personnes qu'elle ne le ferait en caisse. Peut-être que 2 familles se réunissent plutôt que de faire 2 paiements. Et voilà, donc ça fait monter. Mais quand même, on voit qu'il y a un vrai effet et que ça porte ses fruits. Et c'est une organisation aussi logistique, c'est-à-dire que il y a le back office, mais il y a aussi sur le terrain comment ça se passe. Donc il faut recevoir les commandes, il faut une autre organisation, il faut des caisses spécifiques pour avoir le service qui va avec. Donc voilà, derrière un choix d'un service digital, il y a des réalités concrètes de terrain auxquelles il faut s'adapter, et donc créer des caisses spécifiques sur les points de vente qu'on a choisis. Voilà, et ça, il fallait le faire également. Autre question sur le digital. Quels sont les autres projets au sein du parc, les projets digitaux? Alors, on n'en manque pas, on en a plein. C'est plutôt le temps et les équipes qui nous manquent aujourd'hui. Alors, parmi les grands projets, donc on continue à faire évoluer l'application. L'année prochaine, il y aura on va continuer à améliorer avec un système notamment de programmes experts. Donc, pour les gens qui connaissent, aujourd'hui, on peut générer un programme de manière automatique, mais demain, quelqu'un qui connaît bien le parc, qui veut choisir lui-même son programme, demain, il pourra le faire également directement dans l'application. Donc l'application va continuer à évoluer. Il y a un énorme travail en ce moment qui est lancé sur la refonte de tout le tunnel de vente en ligne. C'est un travail très très important. Parce que autant je pense qu'on est à la hauteur aujourd'hui sur notre site vitrine et sur l'application, autant sur le tunnel de vente en ligne, il y a énormément de progrès à faire, et notre tunnel de vente est daté et mérite d'être complètement revu. Donc on est dessus pour un objectif de sortir une nouvelle version de ce tunnel de vente en ligne dans un an, pour l'ouverture des réservations pour la saison 2023 qui aura lieu au mois d'octobre. Donc voilà, ça c'est un gros projet. Il y a la boutique en ligne également qu'on a lancé cette année. C'était un projet qui va continuer à progresser. Et puis il y a quelques projets secrets dont je ne peux pas vous parler pour l'instant parce que c'est lié à des diversifications qui sont en cours pour le Puy du Fou, dont des annonces seront faites prochainement. Mais ça va demander quelques travaux digitaux assez importants également. Ok, donc des projets secrets, on va suivre ça. Sur l'application également, une question sur les services communautaires. Est-ce que vous avez déjà des projets sur cette partie-là? Et si oui, lesquels? Donc autour de la communauté. Alors, juste pour être précis, c'est en lien avec les réseaux sociaux, la communication à l'extérieur ou au sein de l'application? Alors, je vais me faire le porte-parole
des questions qui nous sont posées, mais on peut le prendre sous deux angles, effectivement, communauté au cœur réseaux sociaux, et puis communauté tout simplement aussi des clients qui aiment et qui sont fans du parc. Alors, via l'application, aujourd'hui, il n'y a pas un système, il n'y a pas quelque chose qui permettrait de gérer la fidélisation, en tout cas au sein de l'application. On n'a pas un club de fans au sein même de l'application. Il n'y a pas de service pour cela. Par contre, on sait que les passes annuelles, eux, vont l'utiliser régulièrement. Mais par contre, il n'y a pas de communication au sein de cette application. Ce qui va pouvoir changer prochainement, c'est que là, on est en train de faire une bascule avec un nouvel outil de CRM. Et c'est à travers ce nouvel outil de CRM, donc nous, on a choisi HubSpot. Donc il y a HubSpot qui sera en place dans quelques semaines au Puy du Fou. L'idée, c'est de pouvoir le connecter demain, effectivement, avec l'application également, et que via l'application, on puisse, à travers des notifications, pouvoir pousser des messages peut-être plus personnels aux visiteurs, qui puissent les accompagner et les conseiller tout au long de la visite. Donc ça, on espère pouvoir le faire. Et puis également, demain, c'est l'application, c'est le compagnon pendant la visite. Et nous, ce qui est très important, parce que notre premier vecteur de communication, 65% des visiteurs viennent grâce au bouche à oreille. Donc, c'est très important que les gens partagent leur expérience avec leurs amis ou leurs amis réels ou virtuels. Et donc, à travers les communautés et notamment l'ensemble des réseaux sociaux, nous, on doit trouver des moyens de faciliter ou de donner envie aux gens de partager cette expérience. Et on pense que l'application peut aussi être un moyen de le faire. Aujourd'hui, on le fait peu, pour être franc, mais c'est un axe de réflexion. En même temps, si je peux me permettre, je pense que vous avez aussi raison. Dans un écosystème, vous avez évoqué un écosystème, le rôle de l'appli n'est peut-être pas stricto sensu de traiter ces communautés-là. En fait, c'est important dans un écosystème plus large. Mais ce qui peut être appréciable aussi, c'est de maintenir un rôle. Vous avez raison avec le CRM. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus... je pense qu'il faut assumer certains rôles de certains objets dans un écosystème. Oui, c'est-à-dire que tous les outils ne peuvent pas tout faire et c'est pour ça que nous, on a bien défini le rôle de l'application, c'est d'accompagner les gens durant la visite. Après qu'on trouve des moyens de donner envie aux gens, parce que c'est le compagnon pendant la visite, qu'à travers cet outil, ça peut donner envie aux gens de partager davantage, oui, mais c'est peut-être pas au sein de l'application que ça se passera. Très clair. Dernière question. Sur l'application, on parle beaucoup du programmateur, des parcours, donc se pose la question de la géolocalisation. Donc finalement, est-ce que l'application utilise des fonctions de géolocalisation et du coup d'analyse des flux de façon à ce que le programmateur soit finalement au plus juste aussi? Alors aujourd'hui, d'abord, le programmateur ne prend pas les flux en considération. Nous, ce qu'on va prendre en considération dans le programmateur, c'est aussi, on sait que naturellement, il y a des spectacles qui seront très demandés, où il y a énormément de visiteurs qui s'y présentent, des séances, et puis il y en a d'autres moins. Donc on va prioriser les spectacles où il y a le moins d'affluence pour éviter juste d'emmener les gens dans des impasses où ils vont se retrouver dans des spectacles où peut-être il y a un risque qu'ils ne puissent pas assister au spectacle parce qu'il y a trop de monde. Mais la notion de flux, c'est pas Waze non plus. Donc on va vous changer votre programme en fonction des flux de visiteurs. Et voilà, c'est peut-être l'étape d'après où on pourra effectivement en temps réel, en fonction du remplissage des tribunes, réorienter, changer en temps réel le programme de visite. Mais ça va demander un petit peu de temps et un peu d'intelligence artificielle derrière pour pouvoir créer cet outil. Par contre, la géolocalisation, oui, parce que c'est aussi un outil d'orientation. Et donc, via l'application, et donc là, on est en train de refaire complètement le plan. Donc, on a une réflexion sur la refonte du plan. Et l'idée, c'est que demain, ça soit un outil qui permette encore mieux de s'orienter au sein du parc. Parce que le parc est grand. Le parc a énormément de végétation et on est dans une forêt, donc il n'y a rien qui ressemble plus à un arbre qu'à un autre arbre. Et donc c'est vrai que pour aider les visiteurs à s'orienter, on a cet outil de géolocalisation qui permet d'aller d'un point A à un point B. Et d'ailleurs, le générateur de programme fait le parcours avec les gens et donc les emmène, il utilise le plan en les orientant et en leur disant le chemin qu'il faut qu'ils prennent. Donc oui, on le fait et on a aussi des ambitions sur ce sujet-là parce qu'on pense qu'on peut aller encore plus loin, toujours au service des visiteurs. Merci beaucoup David, Yves, c'était un plaisir de partager cet atelier et donc à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.